Nous sommes réunis pour réfléchir ensemble sur la spiritualité franciscaine et spécialement à ses origines, puisque j'ai parlé la dernière fois de Saint François et nous acheminons vers Bonaventure. Je ne suis pas sûr de pouvoir traiter tout Bonaventure ce soir, ça m'étonnerait. Mais enfin, je pense en effet qu'il est important de voir les événements qui se sont passés entre François et Bonaventure et qui expliquent une certaine évolution dans la spiritualité. Encore que les points éminents dont j'ai parlé la dernière fois, pour terminer mon discours, j'avais donc énuméré un certain nombre de caractéristiques, de thèmes propres à la spiritualité franciscaine. Ces thèmes-là subsistent jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais été abandonnés dans l'ordre franciscain, sinon, comme tel ou tel auteur a pu accorder davantage d'importance à un point plutôt qu'un autre. Mais même chez Bonaventure, qui se situe une trentaine d'années après François d'Assise, on trouve exactement les mêmes caractéristiques, seulement elles sont organisées. J'avais évité d'employer le mot spiritualité pour parler de la doctrine de François lui-même, dans la mesure où ce sont plutôt des attitudes, des points de réflexion, de méditation, d'action aussi, qui le caractérisent, mais qui ne sont pas organisés dans un discours. François n'ayant pas écrit de traité de spiritualité. François est mort le 4 octobre 1226. 1226. Pour le situer exactement, ça correspond à la fin du règne de Philippe Auguste. C'est même ça. Donc c'est par rapport à nous Français, bien sûr, puisqu'il vit en Italie. Mais c'est pour dire que c'est pour le situer au XIIIe siècle. Et il va être canonisé 2 ans plus tard, même pas 2 ans, même 22 mois après sa mort, il est canonisé le 16 juillet 1228 par son ami le cardinal Hugolin, qui était devenu le pape Grégoire IX. François lui avait promis d'ailleurs qu'il serait pape. Mais ce sont les biographes qui ont raconté ça par la suite, pour faire plaisir au pape et pour montrer la dimension prophétique de la vie franciscaine. Depuis le chapitre de 1217, les chapitres, ce sont des réunions de frères qui se passaient au départ tous les ans, puis ensuite ça va être tous les 3 ans, puis maintenant c'est tous les 6 ans. Tous les 3 ans pour les provinces, tous les 6 ans pour l'ordre. Mais en 1217, il y a eu un chapitre remarquable, ce n'est pas le premier, mais il est remarquable dans la mesure où c'est la création des provinces. C'est-à-dire, l'ordre prend conscience de son nombre, l'accroissement est absolument considérable, et donc il faut s'organiser, d'autant plus que ce n'est pas simplement un accroissement en nombre, c'est aussi un accroissement en zone géographique. En 1217, des frères sont envoyés en Terre Sainte, fondation du couvent de Saint-Jean d'Acre, avec le frère Élie. Des frères sont envoyés au Maroc, ils vont être martyrisés peu après. 1217, c'est aussi la fondation d'un certain nombre de couvents en France, Vézelay, voyez, en Provence, à Nice, et puis également en Allemagne, plusieurs couvents sont fondés entre 1217 et 1219. Donc c'est une première expansion de l'ordre. On estime que les frères en 1217 sont déjà presque 5000, vous voyez. La fondation date de 1209. 1217, ça fait 6 ans. Ça fait 8 ans, pardon. 8 ans après la fondation de l'ordre, il y a déjà plusieurs milliers de frères. Et donc en 1217, 5 à 6 000, peut-être on ne sait pas exactement. En tout cas, lorsque Bonaventure va devenir ministre général, on estime les frères au nombre de 20 à 25 000. Et à la fin du XIIIe siècle, les frères sont 50 000. C'est-à-dire l'extraordinaire expansion. C'est important d'en prendre conscience parce qu'on ne vit pas à 50 000 ou même à 10 000 comme on vit à 6. L'idéal de la fondation de François, ce sont donc des frères qui sont en petite fraternité, vivant dans les bois avec des cabanes de branchage, et puis qui vont à la quête tous les jours, qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont manger le soir ou le lendemain. Ça se passe très bien quand on est 10, 12, 14, une vingtaine, ça peut encore aller.
Mais les frères sont devenus très nombreux. Et bien sûr, on va continuer à avoir des communautés relativement restreintes par rapport aux grands monastères bénédictins, par exemple, mais même des communautés de 12, 15 vivant en pleine ville ne peuvent pas vivre comme 3 ou 4 frères qui vivent dans la campagne. Donc il y a nécessairement une révision qui va se faire lentement, progressivement, mais inéluctablement. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est ce que j'ai voulu signaler la dernière fois, ou souligner la dernière fois, quand j'ai fait allusion à la temporalité de la spiritualité. La spiritualité, elle se vit dans un temps déterminé. Et le temps déterminé, des origines, va être rapidement passé à partir du moment où l'ordre est devenu quelque chose de très grand. François ne parle jamais d'ordre franciscain. Hein. Le mot franciscain, c'est un adjectif qui sera donné par la suite. Lui-même, c'est frère mineur. Hein. Mais la fraternité des frères mineurs est une fraternité, c'est-à-dire une petite organisation sans statut, sans règlement bien fixe, sans supérieur organisé, élu, etc. Au départ, une fraternité, ça se passe entre frères. Puis progressivement, à cause du nombre, la nécessité même du nombre va obliger François à organiser, et puis l'Église va. La raison pour laquelle François va demander au pape d'avoir un cardinal protecteur, c'est précisément pour être fidèle à l'Église, mais aussi recevoir les consignes de l'Église. Et d'ailleurs, dans la règle, il est précisé qu'on doit obéissance au cardinal protecteur. Voyez. Donc François a demandé au pape Honorius III de lui donner un cardinal comme interface, on pourrait dire, entre lui et le Saint-Siège. Donc il est bien conscient de l'évolution nécessaire de son ordre. D'où la diversité accentuée des compréhensions de l'aventure franciscaine au fur et à mesure que l'on va croître en nombre et surtout que l'on va se disperser. Les frères qui sont recrutés, par exemple, en Allemagne ou en France ou en Espagne, ne connaissent pas François d'Assise. Ils ne l'ont jamais rencontré. Les premiers frères connaissaient le fondateur. Les frères suivants, la deuxième génération, ne le connaissent pas. Par ailleurs, ils ne connaissent pas non plus l'italien. Ils parlent leur propre langue. Et puis, ils ont des coutumes locales assez accentuées, d'autant plus qu'au Moyen-Âge, l'Église, dans son ensemble, n'est pas aussi unifiée qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a des moyens de communication sociale, mais même avant ça, depuis le Concile de Trente, l'Église a verrouillé en quelque sorte son fonctionnement pyramidal. Vous voyez ? Chacun doit rendre des comptes à l'État au-dessus, etc., jusqu'au souverain pontife. Et les consignes du souverain pontife descendent à travers des intermédiaires, qui sont les cardinaux, les archevêques, les évêques, les doyens, les curés, etc., jusqu'au simple fidèle. Pour l'anecdote, le pape Pie X, qui est un saint homme, canonisé, le pape Pie X, c'est celui qui était en poste au moment de la séparation de l'Église et de l'État en France, en 1905. Et alors, il a fait une encyclique à l'époque pour donner du courage aux chrétiens et pour protester contre l'aliénation des biens ecclésiastiques. Et alors là-dedans, il rappelle que les fidèles doivent se serrer les coudes et surtout rester soumis à leur pasteur, car, dit-il, alors c'est là la phrase que je voulais dire, tout le pouvoir dans l'Église réside dans les pasteurs, quant aux fidèles, il ne leur reste qu'à obéir. Bon, à l'époque de François, on n'a pas ce sentiment-là. C'est une façon durcie de concevoir le fonctionnement de la hiérarchie. Mais c'est pour dire que même le pape Pie X, il ne dit pas ça comme une proclamation de foi. Hein. Mais c'était son sentiment. Voyez. Et d'ailleurs, si vous prenez le catéchisme qui avait encore cours en 1952, vous trouvez qu'est-ce que c'est qu'un fidèle ? C'est celui qui a été baptisé et qui est sous l'autorité du pape et des évêques. Hein. Voilà la définition du fidèle. On ne dit pas c'est celui qui a la foi. Oui, il a été baptisé, c'est-à-dire qu'il a fait un acte d'appartenance à l'Église et il est sous la juridiction du pape. C'est une parenthèse simplement pour vous montrer que l'Église, c'est un ensemble qui évolue aussi. Et saint François, qui aimait beaucoup l'Église, a voulu être en accord avec l'Église de son temps. Mais diversité accentuée dans la compréhension de l'aventure franciscaine. Les frères qui rentrent à Paris en 1217 n'ont pas la même idée, une représentation de l'ordre, que ceux qui rentrent à Assise à la même époque.
et à plus forte raison de ceux qui sont rentrés à Assise en 1209, au moment de la fondation. À plus forte raison pour ceux qui vont venir dans la suite. Bonaventure se situe donc une quarantaine d'années après François. Ce qui rassemble les frères, finalement, c'est la règle. Et c'est l'adhésion à la mise en pratique de l'Évangile qu'ils ont voulu, mais c'est aussi la personne de François. C'est quelque chose qui est très particulier à l'ordre franciscain. Dans chaque tradition religieuse, évidemment, on vénère le fondateur. C'est normal. Hein. Et même, on fait des pieds et des mains pour qu'il soit canonisé. Hein. Mais si l'on prend d'autres congrégations qui ont une grande vénération pour leur fondateur, on trouve rarement le lien personnel d'identification qu'il y a entre François d'Assise et les franciscains. C'est très particulier. Ça vient du fait que François était considéré par les frères d'abord et par l'Église ensuite comme un des meilleurs témoins du Christ, pas seulement témoin, mais imitateur. Il y a une sorte d'identification, on peut dire, entre François et le Christ. Et donc, les frères vont avoir une relation à François qui est presque la relation nécessaire pour une médiation nécessaire avec le Christ. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Donc, ça rassemble. L'image de François rassemble. Surtout, François est devenu une icône. À partir de cette canonisation très rapide et très rare pour un fondateur d'ordre, vous voyez, 20 mois après sa mort, 20 mois après sa mort, il est canonisé. Et donc, cette canonisation très rapide fait de François une icône, d'autant plus que le pape va immédiatement commander à un des frères lettrés d'écrire la vie de François. Et cette vie va être répandue dans tout l'ordre en l'espace de 3 ans. Vous voyez donc Thomas de Celano, qui est un lettré, pas nécessairement un génie littéraire, mais enfin un lettré. On connaît d'ailleurs d'autres œuvres de Thomas de Celano, à commencer par le Dies Irae de la liturgie. Thomas de Celano donc est chargé par le pape d'écrire la vie du nouveau saint. Et il va sortir son livre, comme il a très bien connu François, il a vécu 3 ans avec lui, il va donc sortir son livre en quelques mois. Et si bien que ce livre, qui est très, très répandu, c'est la vie officielle de François jusqu'à l'arrivée de Bonaventure. Et donc, François est considéré comme une icône. Et puis surtout, c'est le miracle des stigmates. On n'a pas idée aujourd'hui du retentissement que ça a pu avoir. François est le premier stigmatisé dans l'histoire. On n'en connaît pas d'autres avant. On en connaît d'autres après. Et même peu de temps après, puisque Sainte Catherine de Sienne est aussi considérée comme ayant eu les stigmates certains stigmates de la Passion. Vous voyez. Catherine de Sienne, qui est aussi du XIVe siècle. Et donc, François d'Assise, quand on apprend la stigmatisation de François d'Assise, les gens sont sidérés, absolument sidérés. Avant sa mort, il est déjà considéré comme un saint. Thomas de Celano nous dit qu'après l'Alverne, c'est-à-dire le lieu où il a été stigmatisé, quand il arrive quelque part, on sonne les cloches. Vous voyez, on va au-devant de lui, le peuple chrétien va devant lui. Ce n'est pas les curés qui organisent ça, c'est une dimension spontanée du peuple. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il devient une icône, en ce sens que, à partir du moment où quelqu'un est considéré comme un saint, on focalise sur lui. On pourrait dire toutes les perfections. Vous voyez, on n'imagine pas qu'il puisse avoir des défauts. Alors il devient, d'une certaine façon, c'est ça, vénéré comme une icône. Vous voyez. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'image de François pour l'Église et puis pour l'ordre franciscain. Au XVIe siècle, Luther va très fortement réagir contre cette dimension d'adhésion à François d'Assise comme à un autre Christ. Et il va faire écrire par un de ses amis un livre très curieux qui s'appelle « L'Alcoran des Cordeliers ». L'Alcoran, c'est le Coran, avec l'article arabe, Al-Coran. L'Alcoran des Cordeliers, et l'Alcoran des Cordeliers, pour l'auteur, ami de Luther, c'est tout simplement un livre écrit par Barthélemy de Pise qui s'intitule Les conformités entre François d'Assise et Jésus-Christ. Alors pour lui, l'Alcoran, c'est un livre aussi détestable que le Coran. Voilà. À l'époque, on n'est pas très partisan de l'islam. Et donc, on considère que le Coran, c'est le type même du livre dangereux. Alors, on appelle le livre de Barthélemy de Pise l'Alcoran des Cordeliers. Bon, c'est une anecdote. C'est pour faire comprendre
l'importance qu'a eu cette figure de François par ses stigmates surtout. Voyez, pour le peuple chrétien qui n'est pas franciscain, les gens qui ne connaissent pas encore l'ordre, comme le François d'Assise est vénéré à partir de sa canonisation dans la liturgie, il est donc connu. Voyez, il n'y a pas que les frères qui font connaître François, il y a tout simplement la liturgie. Il entre au Missel. Il y a une fête annuelle de la Saint-François où on raconte sa stigmatisation. Et même, beaucoup plus que ça, le pape Alexandre IV, qui était le neveu d'Innocent III, va proclamer une fête liturgique qui a duré jusqu'au Concile Vatican II, de la stigmatisation de Saint-François, le 17 septembre. Et cette fête figurait au missel universel, missel romain. Donc c'est pour vous dire, il y a une icône. C'est devenu un type même de chrétien réussi. Et par contre, donc ce qui rassemble, c'est la règle et c'est la personne de François, c'est la connaissance de ses stigmates. Mais ce qui divise, c'est l'accentuation sur tel ou tel aspect de l'idéal de vie de François. Il va y avoir assez rapidement des conflits entre les frères sur tel ou tel aspect de la vie, des actes, des paroles de François. Oui. Accentuation, mais pas la même importance à divers discours de François. Par exemple, faut-il accorder la première place à la prière contemplative ou à l'apostolat? Un grand débat qui dure encore aujourd'hui. François lui-même s'est posé la question. À un moment donné, il a une espèce de crise. Comme il n'arrivait pas à choisir entre la vie contemplative et la vie active, eh bien, il a demandé conseil à qui? À deux personnes. Un qui est considéré comme un saint, qui était un frère vivant en ermitage, le frère Sylvestre, un des premiers compagnons, et puis l'autre, c'est Sainte Claire. Alors, il a envoyé un de ses compagnons interroger Sainte Claire et interroger Sylvestre. Et les deux ont répondu à peu près de la même façon: si le Seigneur t'a suscité, ce n'est pas pour que tu gardes pour toi seul les bénéfices de l'Évangile, mais que tu l'annonces à tout le peuple. Et François, à ce moment-là, a imaginé un style de vie. Il ne faut pas croire que la vie franciscaine est toute conçue dès le départ. Hein. Il y a un temps d'expérimentation. Et donc François va, pendant un certain temps, expérimenter une vie double, c'est-à-dire tantôt en ermitage, tantôt sur les routes. C'est ce qui fait qu'en Italie, on a toute une série de petits ermitages franciscains, Greccio, etc., Poggio Bustode, Fonte Colombo, qui sont des lieux habités par quelques frères et où François venait de temps en temps se ressourcer. Voyez. Donc ça divise, parce que les frères qui vont rentrer venant d'autres pays n'ont pas nécessairement la même idée. Hein. D'autant plus que la vie hérémitique, c'est bien dans les pays relativement tièdes. Hein, ben dans les pays froids, comme la Scandinavie, où il y a déjà des frères, c'est déjà beaucoup plus périlleux. Faut-il considérer la pauvreté comme une obligation absolue, qui suppose une vie précaire, ou doit-on la mettre en relation avec le milieu dans lequel on vit, d'une part, et d'autre part, les activités qu'on a à remplir? Parce que la pauvreté vécue par François et ses premiers frères, c'est une pauvreté absolue. On n'a rien pour le lendemain, on n'a rien pour le soir, on va à la quête pour manger. Et en plus, c'est accompagné par un certain nombre de pratiques de pénitence qui sont un peu abandonnées dans l'Église, mais qui étaient encore en vigueur dans la vie religieuse de l'époque. Et alors, il est évident que ces choses-là sont difficiles à vivre. Et d'ailleurs, François l'avait prévu, puisque dans la règle, il est dit en toutes lettres, à propos de l'habit, que les frères pourront porter une petite tunique et un habit par au-dessus, en tenant compte des pays froids. Pareil pour les pieds nus, voyez, en tenant compte évidemment du climat. Donc François est quand même réaliste, il se rend compte qu'on ne peut pas vivre partout de la même manière. C'est d'ailleurs autour de ce problème de la pauvreté que vont se situer les premières difficultés. Faut-il renoncer aux études? Alors, là, c'est encore un autre problème. Donc François a voulu que son ordre soit apostolique et missionnaire, et lui-même a envoyé des frères en mission. Mais à l'époque, un des grands problèmes, c'est, on pourrait dire, l'unité de la foi. Là encore,
le souverain pontife fait tout ce qu'il peut pour essayer que tout le monde professe la même foi. L'imprimerie n'est pas inventée. Hein. Le christianisme a déjà 1200 ans. Et jusqu'ici, la foi s'est transmise avec assurance par des évêques qui veillent au dépôt de la foi. Et on a toujours condamné ceux qui apportaient une déviance. On appelait ça une hérésie. Voyez. Or, à l'époque de François, il y a beaucoup de tentatives plus ou moins graves d'hérésie. On comprend mal certains aspects de la tradition chrétienne et donc on les interprète en fonction de son sentiment. Voyez. Et donc l'Italie du Nord en particulier, ainsi que le sud de la France, a été plus ou moins infectée par des tentatives de séparatistes par rapport à la vraie foi. En France, il y a eu le problème des albigeois, donc une secte, on peut dire, manichéenne, hein, qui imagine un Dieu bon qui a en face de lui un Dieu du mal. Et nous serions toujours balancés entre les deux. On identifie Satan avec une espèce d'anti-dieu ayant des pouvoirs extraordinaires auxquels Dieu ne peut pas s'opposer. Et donc ces choses-là sont complètement contradictoires avec la foi chrétienne. Et bien d'autres choses. En particulier, une mise en cause de la validité des sacrements si ceux qui les administrent ne sont pas parfaitement des saints. C'est extrêmement dangereux. Les prêtres sont des hommes comme les autres. Et exactement. C'est pourquoi dans les récits, dans les paroles de François, rapportées par ses biographes, on dit souvent qu'il insiste pour dire qu'il vénère les prêtres, même pécheurs. Parce que même pécheurs, il nous donne le Christ. Voyez. Donc un certain nombre de choses qui sont divergentes et qui vont empoisonner la vie de l'Église de l'époque. Ce qui divise encore, c'est donc l'accentuation de tel ou tel aspect de l'idéal de François, la question de l'itinérance. Les frères sont envoyés sur les routes. Voyez. Et donc, dans la précarité. Et donc, ils doivent aller annoncer l'Évangile, comme ont fait les apôtres, et sans nécessairement s'attacher à un lieu. Or, assez rapidement, les frères vont avoir des lieux. Au début, précisément, on évite de les appeler autrement que des lieux. Mais progressivement, ça va devenir des couvents. Et quelquefois, les gens les appelleront des monastères, à tort. Hein, mais voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'installe dans les villes, et puis que des laïcs fortunés s'intéressent aux frères, pour être sûr de les conserver avec eux, ils vont leur construire des maisons. Déjà du vivant de François, lorsqu'il revient de Terre Sainte, il passe par Bologne et il détruit de ses mains une maison construite pour les frères. Les frères, pour pouvoir aller à l'université en particulier, sont construits une maison. Et François va bondir. Donc faut-il renoncer aux études et s'adonner à la quête et aux travaux manuels, ce qui est prescrit dans la règle. Dans la règle, François demande que les frères restent dans la condition dans laquelle ils sont rentrés. Donc ceux qui n'ont pas fait d'études n'en font pas, ceux qui en ont fait peuvent continuer, etc. Mais très vite, François va être débordé par l'entrée des clercs. François a fondé son ordre pour des laïcs, mais il n'a pas du tout spécifié que les clercs ne pouvaient pas y rentrer. Voyez. Or, à l'époque, il y a abondance de clercs dans l'Église. Abondance. Et beaucoup de prêtres n'ont pas grand-chose à faire. Vous voyez. Et donc, une façon pour eux de se situer peut-être, et puis de trouver un nouvel apostolat, ou de nouvelles raisons de vivre. Et donc, les clercs vont entrer en masse. D'autant plus que les franciscains ont été fondés dans les villes, et donc vont s'intéresser aux grandes villes, et les grandes villes, ça correspond avec la naissance des universités. L'université de Paris est fondée en 1204, vous voyez, c'est-à-dire peu de temps avant la fondation de l'ordre franciscain. Et quand les frères arrivent à Paris, c'est en 1217, cette fameuse date de 1217. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les frères prêcheurs qui les ont précédés et qui sont déjà entrés à l'université. Alors, pourquoi pas en faire autant, voyez? C'est un peu sous l'influence des premiers dominicains que les jeunes franciscains vont aussi rentrer à l'université de Paris. Il est évident qu'à partir du moment où des frères entrent à l'université, ça change totalement leur horizon. Leur instruction, même s'ils sont humbles,
il y a quand même la tentation de faire carrière, de progresser dans l'Église, vous voyez. Et donc François ne voulait pas de tout ça au départ. Cependant, François n'est pas contre les études, parce que lui-même, voyant les clercs affluer, eh bien, il va essayer de réguler la vie des clercs. Et en particulier, on a donc une lettre, on a même deux lettres, une lettre intitulée « Lettre à tout l'ordre » et l'autre « Lettre aux clercs », qui leur donne des consignes pour la formation et surtout pour l'apostolat et la célébration de l'Eucharistie. Et de même, dans la règle, il demande que les frères qui sont prédicateurs ne prêchent pas sans avoir été examinés par leurs supérieurs. Ce qui signifie qu'ils ont un minimum de bagages qui leur permettent d'enseigner. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de mouvements évangéliques au XIIe siècle qui s'étaient attribués la fonction d'annoncer l'évangile à leur bannière. Et ils avaient été condamnés par le pape Lucius III. Le pape Innocent III a essayé de faire le tri en autorisant certains de ces groupes à vivre dans l'Église, mais par contre, il en avait expulsé pas mal d'autres. D'autre part, la papauté s'apercevant, quand je dis la papauté, c'est jamais péjoratif, c'est simplement pour ne pas le situer par rapport à un pape en particulier. La papauté, c'est en général les divers papes qui se sont succédés au XIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Eh bien, la papauté est très heureuse de voir cette masse de manœuvres. Il y a un tel accroissement de frères que ça devient dans l'Église une masse de manœuvres. Or, les papes ont des objectifs à remplir, d'apostolat, de sacrement, d'appel à la sainteté et de la mission. Entre les temps apostoliques et puis les temps de Saint François, il y avait un certain refroidissement de la mission. Pourquoi cela ? Il y avait eu les invasions barbares qui avaient coupé le monde. On n'avait pas de communication facile avec les pays qui n'avaient pas été atteints par le christianisme, d'une part. Et d'autre part, la vie religieuse était surtout contemplative. Et les prêtres s'étant installés dans les paroisses, pour quadriller la population, avaient suffisamment de travail dans l'apostolat local pour ne pas avoir à penser à aller évangéliser les autres. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un affadissement de l'esprit missionnaire entre le IXe siècle et puis le XIIIe. Or, les mendiants, dominicains et franciscains, vont relancer la mission à la demande des papes. En 1245, c'est-à-dire 20 ans après la mort de François, 19 ans, le pape Innocent IV réunit un concile à Lyon, premier concile de Lyon, et il charge les frères mendiants de relancer la mission vers les infidèles, et il les nomme les musulmans et les tartares. C'est 1245. Donc il y a 20 ans après l'aventure franciscaine, voilà, ils sont envoyés. François avait déjà envoyé des frères au Maroc en 1217. Il faut être massacré, mais enfin, il avait quand même envoyé. D'autre part, les frères qui avaient été installés en Proche-Orient, très spécialement pour la Terre Sainte, sont en confrontation continuelle avec l'Église orientale. Et donc, confrontation mais dialogue. En particulier, les frères vont avoir un certain succès par rapport aux Arméniens, voyez, à tel point qu'un roi d'Arménie va entrer dans l'ordre franciscain. Donc, ces choses-là montrent que l'histoire avance. Faut-il renoncer aux études ? Ben non, à partir du moment où on doit annoncer l'Évangile, il faut faire des études. Et alors, l'une des causes des tensions, c'est donc cet afflux des clercs. Parce que François, lui, ne l'avait pas prévu au départ, voyez. Et les clercs sont les gens qui, ayant une instruction que n'ont pas les autres, à l'époque, beaucoup de gens ne savent pas encore lire. En tout cas, ceux qui savent lire souvent ne savent pas écrire, en plus. Et ils n'ont pas l'usage des livres. Parce que lire est une chose, mais déchiffrer un manuscrit, c'est autre chose. C'était pas taper à la machine. Donc, beaucoup de gens, même instruits, avec quelques lettres, étaient capables de faire un peu de commerce, comme François lui-même d'ailleurs, mais n'étaient pas capables de lire un livre. Donc, tant que les clercs furent minoritaires, ils se contentaient de vivre comme les autres frères. Mais une fois devenus nombreux, eh bien, on aura tendance, puisqu'ils sont plus instruits, à leur donner des charges, ce qui n'était pas prévu au départ.
Mais l'Église voit ça d'un bon œil, parce que c'est la condition habituelle de la vie monastique. C'est l'époque d'ailleurs, cette époque a été précédée par Cluny. Cluny, c'est la cléricalisation de l'ordre bénédictin. Voyez. Et donc, on considère qu'être prêtre, c'est un progrès. On dira même un plus haut service, hein, on le dit encore aujourd'hui. Et donc, les frères vont aspirer au sacerdoce. Alors, François voulait un ordre de laïcs. Mais François, par définition, en quelque sorte, est un homme qui n'exclut pas. Voyez. Donc, il ne va rien faire pour empêcher les laïcs de rentrer, au contraire. Hein. Donc, il va écrire pour eux un certain nombre de conseils, de règlements. Il tient compte de ses entrées dans l'ordre, donc, et il va faire en sorte qu'ils soient bien accueillis. Donc, dès la mort de François, la fraternité va progressivement accentuer sa cléricalisation, hein, jusqu'à n'avoir plus que des supérieurs clercs, de fait. Par exemple, le frère Agnello, qui est le fondateur fondateur des franciscains en France, c'est le frère Pacifique, qui n'était pas clerc, qui était un laïc. Mais le premier provincial de Paris, c'est le frère Agnello de Pise, un compagnon de Saint François, qui a été envoyé à Paris et qui est rapidement devenu diacre. C'est sa fête aujourd'hui d'ailleurs, 13 mars. Et donc quand François l'a envoyé fonder les frères en Angleterre, il n'était que diacre. Mais en Angleterre, les frères ont été reçus, et bien reçus, par un maître d'université qui s'appelait Robert Grossetête, qui est devenu rapidement archevêque de Lincoln. Et aussitôt, il a ordonné le frère Agnello. Bon, c'est pour montrer que cette cléricalisation est très rapide. Par exemple, le troisième successeur de François, qui est le frère du frère Agnello, Albert de Pise, devient donc ministre général en 1230. François est mort en 26. Donc, 4 ans après la mort de François. Albert de Pise n'est pas le premier ministre général. Il y en a eu 2 autres avant. Même 3. Et alors, il a une parole très drôle, très curieuse. Le jour de son élection, lui, il est prêtre, il est clerc, il est prêtre. Il célèbre la messe et il dit « Vous venez d'assister à la messe célébrée pour la première fois par un ministre général. » Il est tout fier. Mais c'est très caractéristique parce que ça montre que dès cette époque-là, les clercs sont devenus presque majoritaires dans l'ordre, ont une importance considérable, alors qu'avant on avait des ministres généraux qui n'étaient pas prêtres. Hein. Eh bien, voilà maintenant un prêtre, et Rome va sanctionner la chose de telle sorte qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de nommer des laïcs. On va perdre le droit de nommer des laïcs. Il faut vous dire qu'aujourd'hui encore, à chaque chapitre général, on envoie une pétition à Rome pour demander l'autorisation de nommer des laïcs comme responsables. Et quand j'étais jeune religieux, même un gardien de communauté devait être un clerc. Maintenant, c'est un peu changé. Un autre événement qui va conditionner l'évolution de l'ordre et accentuer les tensions, alors c'est la fondation de l'université. Donc l'université a été fondée à l'époque des débuts du franciscanisme et des dominicains. Paris, Bologne, Padoue, etc. Il y a des universités dans toutes les grandes villes d'Europe assez rapidement, en Angleterre, Oxford, Cambridge, etc. En Allemagne également. François n'était pas favorable aux études, mais il demandait aux clercs, dans la règle, que chacun demeure dans la condition où il est entré. Et donc, ceux qui sont clercs sont clercs. Ils étaient clercs pour devenir prêtres. Et donc, la condition qu'ils sont entrés, c'est de devenir prêtres. Vous voyez, si bien que François ne va pas s'opposer à ce que des frères, rentrés clercs, continuent leurs études. Mais l'Église exige les études. Et donc, il faut bien accepter que les frères fassent des études. C'est pourquoi François va écrire un petit billet à Antoine de Padoue, son contemporain, qui est déjà gratifié, qui a déjà les grades d'université, qui est déjà gradué de l'université. Il va donc lui dire, en raison de sa sainteté, il me plaît que tu enseignes les saintes écritures aux frères, pourvu que jamais cela n'éteigne la sainte oraison.
Donc, il me plaît que tu enseignes l'écriture aux frères. L'écriture, c'est la théologie à l'époque. Or, donc, les frères qui arrivent à Paris, 1219 à Paris, 1217, c'est le départ en France, et 1219, vont assez rapidement. C'est pas tellement les frères qui rentrent dans l'université, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est pas tellement, je veux dire, c'est pas tellement des clercs qui rentrent dans l'université. C'est des frères qui, étant à Paris, vont eux-mêmes entrer à l'université. Mais ils sont précédés par une figure tout à fait remarquable. C'est ce qui a tout déclenché. C'est donc un grand maître de l'université, Alexandre de Alès. Un grand personnage. C'était un Anglais, comme son nom l'indique, Alexandre de Alès, vous voyez, qui a une position dominante dans l'université de Paris. Pourquoi cela? Parce que à cette époque-là, il y a eu une grève des étudiants, pour protester contre la police royale, donc de Saint-Louis, et puis le fait qu'ils n'ont pas été protégés suffisamment par le pape. Alors ils font grève. Et ils font une grève qui dure plus d'une année. Et pour bien montrer qu'ils font grève, beaucoup s'en vont en province, carrément, ils quittent l'université de Paris. Alors évidemment, les marchands à Paris ne sont pas contents parce que le quartier latin fait vivre beaucoup de monde. Voyez, et donc, il y a des protestations. L'évêque de Paris s'en émeut. On cherche des conciliations. Et on se met d'accord pour envoyer une délégation à Rome pour que l'université puisse reprendre son travail. Qui ont choisi? Maître Alexandre de Alès. Voyez, il n'est pas français, donc il est hors de l'histoire du roi de France. Et puis, il a une réputation. C'est un grand maître. Alors, on l'envoie à Rome, et il revient à Rome avec succès. Il permet, par une négociation, de montrer la protection papale sur l'université de Paris, et il est accepté par les étudiants. Si bien que ce maître est considérable. Bon. À l'âge de 52 ans, alors qu'il est couvert d'honneur et de richesse, il voit les frères mineurs, il rentre chez eux. Il était clerc, bien sûr, il était prêtre, il n'était pas marié, donc il pouvait rentrer, mais il était maître séculier, comme on dit. Eh bien, ce maître séculier, contre toute attente, rentre chez les frères Miller. Il a 52 ans, couvert d'honneur, il se fait frère Miller. Se faire frère Miller, ça veut dire qu'il abandonne son logement, etc., ses honneurs, puis qu'il vient habiter chez les frères. Petite fraternité à l'époque, il n'y a pas encore le grand couvent de Paris. Il y sera enterré, mais ça n'existe pas encore. C'est l'époque où arrive en France Bonaventure. Bonaventure, c'est un jeune homme qui est le fils d'un médecin dans une petite ville près de Viterbe, Badia-Reggia, et il vient tout simplement pour entrer à l'université. Son père ayant de l'argent, lui paye des études. Alors, l'université de Paris est déjà célèbre, et donc on envoie le fils de la famille. Il vient avec d'autres jeunes gens d'Europe, et puis il rentre à Paris. Et puis ce Bonaventure va rentrer, séduit par Alexandre de Alès, et très impressionné par le fait qu'Alexandre de Alès rentre chez les franciscains. Eh bien, quand il aura l'âge, il va rentrer aussi chez les franciscains. Il est venu très jeune à Paris, il avait 17 ans. Mais en 1243, donc, Alexandre d'Alès, c'est 1235, ça rentrait dans l'université. Et Bonaventure vient en 1243. Il est tellement impressionné par cet événement que lui aussi rentre chez les frères Miller. Mais il n'est pas le premier. Il y a déjà une bonne quarantaine de frères qui sont universitaires à l'époque. Même un qui va précéder Bonaventure comme ministre général, Jean de Parme, un Italien, donc, qui est venu lui aussi pour étudier à Paris, est déjà rentré chez les frères Miller et deviendra le ministre général vers 1240. Pourquoi je dis que c'est un événement qui va conditionner? Oui, parce que l'université va être une pompe aspirante pour les frères, aussi bien les dominicains que les franciscains, et aussi que d'autres religieux. Vous savez, à Paris, ce fameux centre des Bernardins, le centre des Bernardins s'est construit peu de temps après pour que les étudiants cisterciens, Bernardins c'est disciple de Saint-Bernard, venant à Paris, puissent avoir un lieu pour pouvoir étudier. Donc les moines des anciennes congrégations ont leur succursale à Paris,
et ça s'appelle des collèges. Hein, ça rassemble du monde. Alors, ce n'est pas des collèges où on enseigne, ce sont des collèges où on habite et on vit, et puis on suit des maîtres qui habitent dans différents endroits du quartier latin. Alors, ils vont construire un énorme bâtiment. Les Bernardins, il ne reste qu'un petit morceau, mais c'était un énorme monastère. Donc les frères, à cette époque-là, rentrent à l'université aussi. Et surtout, des universitaires déjà entrés dans l'université rentrent chez les frères. Il y a un double mouvement. Voyez. Seulement, ça change considérablement la façon de vivre. Parce que qui dit des études suppose des livres, et les livres coûtent très cher à l'époque. Il faut donc se mettre à plusieurs et trouver de l'argent. Jusqu'ici, on quêtait uniquement en nature pour manger le soir, ou le matin. Mais on ne demandait pas d'argent. Dans la règle, il est marqué qu'on ne peut demander de l'argent que pour le service des malades. Hein? Les frères doivent renoncer à l'argent. Ils peuvent quêter en nature, ou bien en argent pour le service des malades, ou pour distribuer à des malades. Vous voyez. Donc ça change complètement. On va trouver de l'argent pour faire des études. Et puis, Paris, c'est pas Assise. C'est-à-dire que le climat n'est pas tout à fait le même. Il fait plus froid souvent, surtout à l'époque. Vous voyez. Il y a des hivers très froids. Et donc, il faut se mettre à l'abri. On ne peut plus habiter des baraquements. À partir du moment où on fait des études, il faut pouvoir travailler dans son bureau, pas avoir trop froid aux pieds et aux mains, hein, et pas à la tête. Et puis, il faut se chauffer en hiver, etc. Donc, c'est toute une autre organisation. Si bien que très rapidement, ces frères vont avoir une influence considérable sur l'ordre. D'autant plus que leur succès est très grand. L'accroissement est très, très rapide. Quand vous vous promenez en France actuellement, vous avez beaucoup d'endroits, il y a des rues des Cordeliers, par exemple. Ce sont des anciens couvents. Avant la fin du siècle, il y a plus de 40 couvents en France. Avant la fin du XIIIe siècle. Là, on est en 1230. Avant la fin du siècle, il y a plus de 40 couvents en France. Et très rapidement, ça va devenir énorme. Il y a un frère qui s'appelle Hugues de Dieu, qui était l'archiviste de la province, a fait un recensement de tous les couvents connus entre 1217 et 1792, suppression des couvents par la Révolution française. 1172. Voilà. 1172 couvents connus, probablement 15 ou 20 qui ne sont pas connus. 1172 couvents de frères du premier ordre. Ça représente le moins de petits bourgs, enfin, le moins de petits cantons aujourd'hui, avait son couvent. Mais ça s'est fait progressivement. Voyez. Mais le quadrillage franciscain est déjà assuré au milieu du XIVe siècle. Quadrillage franciscain, c'est toute la France, et on peut dire toute l'Europe, mais pas avec la même densité que la France et l'Italie. Alors, lorsque ces frères deviennent nombreux, vous voyez, eh bien, ils ont une influence dans l'ordre, et comme ce sont des frères qui sont rentrés à l'université pour devenir prêtres, les prêtres deviennent aussi nombreux. Vous voyez. Et alors, à Assise, on pleure là-dessus. On pleure là-dessus. C'est-à-dire que les frères qui sont à Assise apprennent le développement de l'ordre en France avec l'université, et puis en Italie, les universités vont faire la même chose. Si bien que les frères d'Assise font un complexe. Ils deviennent minoritaires, et puis ils perdent leur spécificité de radicalité évangélique. Et vous avez un compagnon de François qui s'appelle Frère Égide, qui était un mystique, mais qui n'avait aucune instruction. Et ce Frère Égide dit « Paris, Paris, tu as tué Assise ». Donc il va y avoir une rivalité. Même au niveau des ministres généraux. Par exemple, le provincial de Paris, un peu plus tard, s'appelle Grégoire de Naples. Il va être choisi précisément parce qu'il est provincial de Paris pour gouverner l'ordre. Alors, ça veut dire aussi que les conditions dans lesquelles on vit la règle, eh bien, demandent des adaptations. François avait envisagé cela, encore une fois, dans la lettre à tout l'ordre. Il écrit aux frères qui sont ou qui désirent devenir prêtres. Donc il n'exclut pas que l'on devienne prêtre et donc que l'on fasse des études.
Mais il ne faut pas oublier que le mouvement universitaire en Europe a été considérable. En l'espace de 40 ans, presque toutes les grandes villes d'Europe ont une université. Les grandes villes, enfin les capitales, disons. Et cette entrée dans l'ordre, il y a une autre conséquence aussi, qui peut paraître secondaire, mais qui pourtant a beaucoup marqué l'histoire, c'est la rivalité avec les dominicains. Parce que les dominicains, eux, sont faits pour prêcher. Vous voyez ? Et les dominicains ont pris comme idéal de vie d'avoir une vie d'études pour pouvoir communiquer un savoir. Vous voyez ? Or, franciscains et dominicains se rencontrent à l'université, dès le début. Et non seulement ça, mais les maîtres dominicains et les maîtres franciscains sont en compétition doctrinale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'enseigner la théologie. Vous voyez ? Et les franciscains s'efforcent d'avoir un certain nombre d'options que n'ont pas les dominicains. Et surtout quand il va y avoir deux grands maîtres, Thomas d'Aquin et Bonaventure, qui ne sont pas des gens opposés l'un à l'autre, pas du tout, ce sont des amis même, probablement. Vous voyez ? Pourquoi je dis probablement ? Parce qu'on sait que plusieurs fois, Bonaventure a été invité à prêcher au couvent des prêcheurs. Donc, il n'était pas exclu. Donc, ça suppose. Et puis, dans la légende franciscaine, comme dans la légende dominicaine, il y a un certain nombre de récits, plus ou moins géographiques, qui racontent les rencontres entre Bonaventure et Thomas d'Aquin. Mais ces deux grands maîtres vont aspirer du monde, à cause de leur succès intellectuel. Et d'autant plus, ce sont des saints, en plus. C'est vraiment des gens qui ont une dimension de spiritualité, de sainteté, qui est reconnue. Alors, il va se passer quelque chose qui est inéluctable, je crois, par rapport à l'idéal primitif. Si l'on se place quelques générations après la première génération, disons dans les 40-50 ans qui ont suivi, donc au temps de Bonaventure, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux attitudes possibles. Ou on prend en considération l'expansion rapide de l'ordre comme une espèce d'aspiration vers l'avenir. Et on admet que cette aspiration vers l'avenir suppose une évolution dans la conception. Ou on est soucieux d'être ponctuellement comparable au fondateur et on se tourne vers le passé, c'est-à-dire on entretient une tradition. Et donc ces deux mouvements vont continuellement se rencontrer dans l'ordre jusqu'aujourd'hui. Par exemple, après le Concile Vatican II, les souverains pontifes ont demandé aux ordres religieux de faire retour à leurs origines pour voir leur fidélité, pour redonner du pep, en quelque sorte, donner un peu de vigueur à leur vie religieuse. Et ce que tous ont fait. Et on a fait la révision des constitutions, et puis on a réétudié la règle, et puis on a révisé un certain nombre de choses. Mais en même temps, le même concile donne des tâches nouvelles, et très exigeant sur les études, par exemple, et très exigeant sur la mission. Et donc, nous continuons aujourd'hui à vivre dans cette tension, on peut appeler féconde, ou quelquefois désastreuse, entre ceux qui aspirent à refaire ce qu'a vécu Saint François, avec un peu d'illusion romantique, et puis ceux qui aspirent à entreprendre des tâches nouvelles pour correspondre à l'évolution du monde. Donc d'un côté, un ancrage vers les origines, afin d'y rester fidèle, de l'autre, une ouverture vers l'avenir. Les petites fraternités étaient devenues un grand ordre, de dizaines de milliers de membres, de toutes origines, de toutes conditions. Il fallait s'adapter aux conditions nouvelles, tout en conservant les valeurs franciscaines. Alors ces valeurs franciscaines, je pense, quant à moi, qu'elles demeurent comme inspiratrices de nouveaux comportements. Mais il faut accepter qu'il y ait de nouveaux comportements. Et c'est là que je vais aborder Bonaventure. Vous avez un livre qui est paru ici aux éditions franciscaines, par un auteur qui n'est pas du tout négligeable, un grand ami des franciscains, qui s'appelle donc Jacques Dallarin. Jacques Dallarin, c'est un monsieur qui est membre de l'Institut, qui est l'un des meilleurs connaisseurs du Moyen-Âge et des ordres religieux, pas seulement franciscains. En plus, c'est un homme très brillant.
Et il écrit admirablement. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui sont ici en librairie. Et il y en a un en particulier qui s'appelle « La malaventure de François d'Assise ». La malaventure de François d'Assise. La malaventure de François d'Assise, pour Dallarin, c'est le fait que Bonaventure est devenu général de l'ordre. Parce que c'est évident qu'au moment où Bonaventure devient général, je dirais, l'ordre franchit un seuil. Bonaventure n'est pas le premier des généraux franciscains à avoir accentué la cléricalisation de l'ordre ou à avoir favorisé les études. Le premier, c'est Aymon de Faversham, un Anglais également par rapport à Alexandre de Alès. Aymon de Faversham, qui lui avait une grande admiration pour les dominicains et qui souhaitait presque faire une fusion avec eux. Mais les frères, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais par la suite, donc, Bonaventure va devenir général. Quand il devient général, l'ordre est en pleine crise. Et il va commencer par faire une lettre extrêmement sévère, en disant aux frères, bon, vous m'avez élu comme général, maintenant attention à vous. Hein. Fini le vagabondage, fini les initiatives hors cadre, etc. Bon, vous avez fait des vœux, il faut les obtenir. Bon. Et il dit qu'il va veiller lui-même à ce que les choses se passent correctement. Bon. Bonaventure a été élu dans une crise, bien sûr, mais une crise qui est double. Il y a d'une part la crise qui vient des mentalités dont j'ai parlé, mais il y a aussi une autre crise qui est celle du succès tout à fait étonnant pour nous, modernes, des idées de Joachim Flore. Joachim de Fiore, Joachim de Fiore. Hein. Joachim de Flore, c'est donc un religieux contemplatif affilié à l'ordre cistercien. Il avait fondé une espèce de sous-ordre par rapport aux cisterciens, qui est originaire de Calabre, sud de l'Italie, qui va fonder un monastère et qui va avoir une écriture abondante. Comment dire ? Il a la persuasion que la fin du monde est proche et qu'il est temps de donner une nouvelle impulsion à l'Église parce qu'on entre dans l'âge de l'esprit. Alors il va diviser le monde selon les âges, un certain nombre d'âges, et donc cet âge de l'esprit doit déboucher sur une nouvelle façon d'être chrétien, où en particulier l'Esprit Saint va se manifester par des actions retentissantes. Et alors, il dit que dans l'Apocalypse, il commente l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, on parle de deux, soit personnes, soit événements, c'est pas très bien, deux catéchones. On pourrait traduire deux empêcheurs de tourner en rond. Hein, catéchone, ça veut dire empêcher. Il y a deux catéchones qui vont mener le combat de l'Église contre le démon, contre les initiatives du démon. Il pense que c'est cela qui va empêcher l'antéchrist de venir tout de suite, et donc il va permettre à l'Église d'avoir encore un temps devant elle, avant la fin des temps. Et c'est le temps de la conversion. Ce Joachim Flore a eu une influence considérable, d'une part par ses propres écrits, d'autre part par ceux qu'on lui a prêtés, parce qu'on a beaucoup écrit sous son nom pour profiter de son succès. Et alors, Joachim Flore, lui, est tout à fait irresponsable de tout cela. Hein, ce sont ses disciples qui sont les... Mais va séduire les franciscains parce que il y en a un qui imagine, en commentant l'Apocalypse, que les deux catéchones, c'est les franciscains et les dominicains. Vous voyez ? Donc, ces personnes vont considérer qu'ils ont une mission spéciale à accomplir pour les nouveaux temps, qui sont plus le temps des pontifes, mais le temps de l'esprit. L'esprit, ça veut dire une certaine liberté par rapport à l'Église, ou à l'intérieur de l'Église. Et ces idées vont séduire les franciscains. Vous avez un célèbre franciscain qui s'appelle Hugues de Digne, qui était le gardien de la ville d'Hyères, dans le Midi de la France, à Hyères, fondateur du couvent d'Hyères, qui a été un ami de Saint-Louis, eh bien, qui professe le joachimisme. Il va commenter la règle franciscaine en montrant comment les franciscains ont un rôle à jouer par rapport aux derniers temps. Et ça va envahir
toute la mentalité franciscaine, à tel point qu'un frère, Gérard de Saint-Donino, qui est un universitaire à Paris, va opter pour cette vision des choses. Vous voyez. Or, cette façon de voir les choses est tout à fait déviante, d'une part, et d'autre part très réprimée par Rome. Si bien que Rome va considérer qu'il faut mettre une barrière à cela. Or, le général de l'ordre de l'époque, c'est le bienheureux Jean de Parme, il est quand même bienheureux, Jean de Parme, qui est un saint homme, très partisan du retour de la vie franciscaine aux origines primitives, mais qui adopte les idées joachimistes, en partie, tout au moins qui les favorise. Alors, le pape demande qu'il soit déposé. Il y a donc un chapitre général qui se tient à Rome, qui dépose Jean de Parme. Alors, le même Jean de Parme, et qui était un saint homme très vénéré dans l'ordre, très très vénéré, va suggérer son successeur. Et c'est Jean de Parme qui dit qu'il n'y en a pas de mieux pour le remplacer que Bonaventure, qui ne partage pas du tout ses idées. C'est assez curieux. Et donc le pape va nommer Bonaventure général de l'ordre, 7e général. Donc Bonaventure, je vais revenir dessus tout à l'heure pour vous présenter sa vie, mais c'est ça le tournant. Le tournant, c'est que Bonaventure est nommé pour remettre de l'ordre, pour éviter les dérives joachimistes et, d'une certaine façon, pour organiser selon les visions de la curie romaine. C'est-à-dire ramener l'ordre franciscain à quelques grands principes de la vie religieuse au point de vue organisation interne, avec les élections, le noviciat, les constitutions, etc. Enfin, Rome va intervenir pour mettre de l'ordre dans l'ordre. Voilà. Donc cet événement est important. Alors, ça m'amène précisément à cette personne de Bonaventure. Parce qu'avant de parler de sa spiritualité, il faut quand même parler du bonhomme, qui est très intéressant. Très, très intéressant. C'est un personnage, un des grands personnages du XIIIe siècle. Il est souvent éclipsé par Thomas d'Aquin, parce que l'Église a choisi l'enseignement de Thomas d'Aquin comme référence privilégiée, mais il est du même calibre au niveau de la pensée et au niveau de l'action et au niveau de la sainteté. Alors donc cette figure de Bonaventure émerge d'autant plus qu'il va être considéré comme le deuxième fondateur de l'ordre. Ce n'est pas faux. Il a permis à l'ordre d'exister parce que les crises de l'ordre franciscain à ses origines ont été telles que beaucoup de prélats envisageaient la suppression de l'ordre. Vous voyez, compromis avec le joachimiste, ne tenant pas compte de la juridiction des évêques, étant un peu vagabond sur les bords. Pour beaucoup de prélats romains en particulier, l'ordre franciscain présentait un danger. Et donc, on envisage sérieusement de mettre de l'ordre là-dedans. Et vous avez eu le concile de Latran IV, en 1215, qui, entre autres, avait beaucoup d'objectifs, mais entre autres objectifs, voulait réorganiser la vie religieuse et empêcher de nouvelles fondations. Vous voyez ? Et pour cela, ils ont tout simplement interdit à quiconque d'écrire une nouvelle règle religieuse. Seulement, voilà, François d'Assise avait été approuvé verbalement quelques années avant, 1209, par le pape Innocent III, qui était un grand personnage, qui était d'ailleurs le président du concile Latran IV. Alors, Innocent n'a pas voulu se dédire. Et donc, il a laissé les franciscains exister, puisqu'il avait approuvé leur mode de vie. La règle n'était pas encore écrite à l'époque, elle sera écrite plus tard et approuvée par le pape Honorius III. Mais le projet de vie de François, qui était un projet oral, qui avait été exposé au pape, avec cette volonté de vivre l'Évangile, ayant été approuvé, les franciscains ont continué. Et pour vous dire l'importance de Bonaventure, c'est que pendant qu'il était professeur à l'université, il y a une grande querelle à l'université de Paris qu'on appelle la querelle des réguliers, querelle des réguliers, ça s'appelle. Mais en fait, c'est la querelle entre les réguliers et les séculiers. Les maîtres séculiers de l'université voient d'un mauvais œil le succès des réguliers. Et donc, veulent les empêcher
d'entrer à l'université. Et ça va aller très loin. La querelle va durer une quarantaine d'années, mais elle sera surtout tranchée par les papes. La papauté favorise les universités, mais favorise aussi les ordres nouveaux. Voyez, et donc va les soutenir. Par exemple, Bonaventure et Thomas d'Aquin, en 1254, ont terminé leurs études. Ils sont à peu près du même âge. Hein. Ils ont terminé leurs études. Ensemble, la même année. Et ils deviennent docteurs. Et donc, ils vont enseigner. Eh bien, les maîtres séculiers les empêchent d'enseigner. Vont retarder la collation des titres pour pas qu'ils enseignent. Si bien qu'il y a un recours à Rome, et Rome impose à l'université d'accepter Bonaventure et Thomas d'Aquin. Et d'autres, ce n'est pas les seuls. Enfin, ces deux-là, en tout cas, qui vont devenir les lumières de l'université. Alors, ce Bonaventure, lui, il est né vers 1217, et il a résidé à Paris depuis son entrée à l'université, c'est-à-dire 1236. Il arriva en France, donc, à Paris, sur la réputation de l'université, pour faire des études, et il entre à ce qu'on appelle la faculté des arts. Les arts, ce sont les autres sciences que la théologie et la philosophie. Et donc, on commence par les arts, et quand on a fini les arts, c'est-à-dire la grammaire, la musique, la médecine, etc., bon, il y a un certain nombre de choses, l'astronomie, bon, il y a les 7 arts, il y a 7 arts. Quand on a fini les études sur les arts, on peut éventuellement entrer en philosophie et ensuite en théologie. Donc, Bonaventure arrive à Paris, vers 1236, il rentre à l'université, il a à peu près 19 ans. Jusqu'à sa mort en 1274, pratiquement, il réside à Paris. Il y a quelques années, le cardinal Lustiger voulait rénover un peu les litanies des saints propres au diocèse de Paris. Et n'y figurait pas sa Bonaventure. Alors, nous avons fait une note à l'archevêque pour lui dire, écoutez, parmi ceux que vous avez cités, il n'y en a aucun qui a vécu aussi longtemps à Paris que Bonaventure. Alors il l'a introduit. En fait, il est mort à Lyon, il a vécu à Paris, il est mort à Lyon à cause du concile de Lyon. Hein, et il était au concile comme cardinal d'Albano. Mais quand il est arrivé à Paris, à l'âge de 17 ans, il n'était évidemment pas encore clair. Bonaventure était son surnom. Il s'appelait Jean Fidanza. Il venait d'une petite cité italienne près de Viterbe, qui s'appelle Bagno Reggio. C'est le nom actuel, Bagno Reggio. Son père, médecin, l'avait envoyé étudier à l'université de Paris, qui était déjà fameuse dans toute la chrétienté. Lorsqu'il arrive à Paris, l'université vient d'être le théâtre d'un événement dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'entrée d'Alexandre de Alès. Alexandre de Alès va réunir autour de lui un certain nombre de jeunes hommes qui, pour la plupart, rentreront dans l'ordre franciscain. Et il est le premier personnage à obtenir qu'une chaire de théologie soit installée dans le couvent franciscain. C'est l'époque où on commence à construire des couvents, vous voyez, avec l'aide de Saint-Louis. Et donc, Alexandre de Alès transporte sa chaire. Il a déjà une chaire. Parce qu'à l'époque, l'université, ce n'est pas un bâtiment. L'université, c'est l'ensemble des personnes qui enseignent, qui sont situées dans divers endroits. C'est pourquoi on parle du quartier latin. Le quartier latin, c'est le quartier de Paris dans lequel des maîtres habitent. Et ils reçoivent chez eux. Mais il y a aussi des séances solennelles où on réunit des étudiants de telle ou telle faculté. Et en particulier, il y a des exercices obligés de discours, de conférences, d'examens qui se passent en public. Vous voyez ? Donc, Alexandre de Alès attire chez lui, à cause de sa notoriété, un certain nombre de frères. Quand il devient franciscain, il transporte sa chaire. Une fois qu'il a la maîtrise le jeune Bonaventure, impressionné par la conversion d'Alexandre de Alès, entre à son tour chez les frères mineurs. Donc il a environ 26 ans. C'est l'année de la construction de la Sainte-Chapelle. Je fais loin, c'est pour vous donner des repères. C'est donc l'année où Saint-Louis a acheté à prix d'or les reliques de la Passion et a fait construire cette église magnifique, hein, donc contemporain exact de la Sainte-Chapelle. Il entre aussi en théologie avec des maîtres éminents
Il y a Alexandre de Lez dont j'ai parlé, mais il y en a plusieurs autres, dont un qui est très connu, qui est Eudes Rigaud, qui deviendra un ami de Saint-Louis, qui va devenir archevêque de Rouen, un grand archevêque de Rouen, et qui sera l'exécuteur testamentaire de Saint-Louis. Archevêque de Rouen. Un autre Italien du même âge suit les mêmes études, et là c'est sur les prêcheurs, c'est donc Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il est d'une famille noble, Bonaventure d'une famille bourgeoise. Bonaventure devient maître régent. Maître régent, c'est une sorte de doyen de la faculté de théologie. Il enseigne à son tour avec grand succès, et il va commencer une importante production littéraire. Les œuvres de Bonaventure, c'est 10 infolios. Ça fait ça. Les infolios, c'est des gros livres. Un folio, ça veut dire pleine page. Donc ça fait à peu près ce format-là. Et un infolio, ça fait en général 7 cm d'épaisseur, entre 7 et 10 cm d'épaisseur. Là-dessus, vous voyez. Alors, il en a fait 10 comme ça. Donc il a eu une production importante. Saint Thomas en a fait le double. Seulement Saint Thomas, il a été professeur toute sa vie. Tandis que Bonaventure a dû interrompre très peu de temps après pour être ministre général des franciscains. Bonaventure devient maître régent, il enseigne à son tour et il a une importante production littéraire, des cours, des conférences, des commentaires bibliques, des traités de spiritualité. S'y ajoute une grande abondance de sermons en divers lieux, en particulier les sermons prêchés à l'université, les sermons prêchés chez les autres religieux, comme les prêcheurs, les sermons prêchés pour le peuple, et puis des sermons qui sont, des sermons de circonstance. Non, il a beaucoup prêché. En 1257, donc il a 40 ans à l'époque, il est choisi par les frères et par le pape Alexandre IV comme ministre général de l'ordre franciscain, donc pour succéder à Jean de Parme, déposé à cause de son joachimisme. Jean de Parme a été déposé et Bonaventure a eu la consigne depuis Rome de faire le procès de Jean de Parme. Mais Bonaventure avait beaucoup d'amitié et de respect pour Jean de Parme. Alors, il a obtenu que Jean de Parme soit, pas condamné, mais enfin, réprouvé pour sa doctrine, mais admis comme une sorte de maître spirituel à son tour. Et Jean de Parme a obtenu de résider dans le couvent de Greccio. Si vous allez à Greccio, pour ce lieu du Noël franciscain, vous pouvez aller voir la cellule de Jean de Parme, un petit peu au-dessus du couvent dans la montagne. Alors, Bonaventure va donc être maître de l'université et général de l'ordre. À partir de ce moment-là, il n'enseigne plus de façon habituelle, mais il continue à donner des discours, des conférences, et quelquefois des séries de cours. Bonaventure est très ami, va devenir très ami avec le roi Louis IX, Saint-Louis. Il est souvent invité pour prêcher à la Sainte-Chapelle, qui est donc l'église du palais royal. Et puis, il va même s'intéresser à la famille royale, à tel point que la bienheureuse Isabelle de France, la sœur du roi Saint-Louis, qui va devenir la fondatrice de l'abbaye de Longchamp, est en relation avec Bonaventure, qui va la conseiller pour organiser la vie religieuse à Longchamp. D'autre part, les papes font de plus en plus souvent appel aux ordres religieux pour accomplir leurs tâches et pour la mission et la prédication. Alors Bonaventure rentre à fond dans cette perspective. Lui, il conseille aux frères de bien se former pour pouvoir répondre aux désirs de l'Église. Ses responsabilités de ministre général l'obligent souvent à quitter Paris pour aller visiter les frères, puisque l'une des tâches du ministre général, c'est d'aller visiter les frères, et que l'ordre maintenant est répandu partout. Alors il s'en va en Flandre, il va en Espagne, il va en Angleterre, il s'en va en Allemagne, il s'en va aux Pays-Bas, il s'en va en Italie. Il a fait 11 fois le voyage Paris-Rome durant sa carrière. 11 fois. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, il fallait 2 mois pour faire l'aller-retour de Rome.
fallait minimum 2 mois, 11 fois. Sa responsabilité donc l'oblige également à présider les chapitres provinciaux. Donc il y a un certain nombre de provinces et il faut aller visiter les chapitres, présider les chapitres. Et c'est bien que c'est pour lui aussi l'occasion de connaître les frères, mais également de faire des interventions sur l'évolution de l'ordre. On le retrouve dans les principales villes de France, Toulouse, Marseille, Lyon, Narbonne, Rouen, en Italie, à Naples, à Assise, à Florence, en Espagne, à Barcelone, en Flandre, en Allemagne, en Angleterre. Le pape Clément IV va lui confier une mission délicate. Il doit mettre la paix dans l'Église d'Angleterre qui est divisée à propos de la nomination d'un évêque. Les chanoines de York ont refusé le candidat proposé par le pape. Alors, le pape est ami avec Bonaventure. Bonaventure a été l'ami de 4 papes. Et donc, le pape l'envoie en Angleterre pour mettre de la paix dans l'église de York. Et comme il apprend qu'il a réussi, Bonaventure, il le nomme archevêque d'York. Mais Bonaventure refuse. Pourquoi il refuse? Parce qu'on est en pleine querelle des réguliers et des séculiers, et Bonaventure considère qu'il a besoin de défendre l'ordre à Paris. Et donc, il revient à Paris, il refuse l'évêché d'York. À l'époque, c'est le pape Clément IV. Donc, quand il se trouve dans la capitale, alors il prêche dans les églises de Paris. On a la chance de posséder un grand nombre de sermons de Saint Bonaventure. Certains lui sont attribués, ne sont pas de lui, mais ceux qui sont de lui, il y en a quand même encore une bonne 60aine. Et on a une chance énorme, c'est que dans beaucoup de manuscrits des sermons, on montre où ils ont été dits et quelquefois la date. C'est très précieux parce que c'est ce qui permet de donner l'évolution de la vie de Bonaventure, quelles ont été ces étapes en quelque sorte. Et par exemple, on a une quinzaine de sermons au palais, c'est-à-dire à la cour du roi. Quelquefois devant le roi et sa cour, quelquefois devant la reine. C'est-à-dire on a des indications très précises qui sont faites sur les manuscrits. Bonaventure ayant une certaine réussite dans la cohésion qu'il va donner à l'ordre, va aussi avoir 2 tâches que l'on peut apprécier différemment. La première tâche, c'est au chapitre de Narbonne, un premier chapitre, pas Narbonne, c'est un chapitre de Paris, on lui demande de réécrire une vie de Saint François qui soit consensuelle. Parce que les compagnons de François ont publié pas mal de documents. On possède presque une trentaine de documents du XIIIe siècle qui parlent de François d'Assise, dont une bonne quinzaine sont faits par des gens qui ont fréquenté François. Mais tous ces documents que nous possédons, qui sont très précieux, sont toujours un petit peu orientés. Chacun veut faire passer l'image de François qu'il privilégie. Vous voyez ? Et si bien que c'est le lieu de querelle entre les frères. Et on trouve par exemple que Thomas de Celano, sur certains points, a trop exalté, je ne sais pas moi, la relation de François avec Rome. Ou au contraire, on va reprocher aux 3 compagnons d'avoir une vie de François qui est hachée, qui ne donne pas une ligne continue. Donc le chapitre général demande à Bonaventure d'écrire une vie officielle. Alors il va donc reprendre la vie de Thomas de Celano en grande partie, mais il va la compléter en allant interroger les frères qui ont connu François et qui vivent encore. À l'époque, on ne vivait pas vieux. Et donc il y a quelques compagnons de François, frère Ruffin, frère Léon, et frère Égide qui vivent encore. Léon va mourir assez rapidement. Mais Ruffin et Égide ont vécu plus longtemps. Et donc, François va se renseigner, va colliger les divers écrits, et puis va faire une nouvelle vie. Donc la vie de Thomas de Celano, c'est 1228, 2 ans après la mort de François. La vie de Bonaventure, c'est 1260. Donc, entre-temps, des choses se sont décantées, vous voyez. Bon. Alors, cette vie de Saint François, elle devient officielle. Et comme Bonaventure est un homme d'ordre, il va faire détruire, c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est ce que lui reprochent les historiens, il fait détruire les vies antérieures. Vous voyez ? Pour qu'il y ait une vie officielle, bon ben voilà, on n'a plus le droit de lire. Alors il fait rechercher dans les couvents,
les écrits faits par d'autres que lui, et puis il les détruit. Alors ça, pour les historiens modernes, c'est le péché originel, c'est épouvantable. Ça, ils ont, bon. Mais il faut dire, à la décharge de Bonaventure, c'était la coutume de l'époque. Les dominicains ont fait la même chose avec les premiers écrits dominicains. Et à un moment donné, on pouvait conserver que le témoignage d'Humbert de Roman. Voyez, donc, c'était une façon d'éviter les querelles. Bon, c'est très discutable, bien sûr. Mais grâce à Dieu, comme les frères franciscains ne sont pas très obéissants, voyez, ils ont planqué. Ils ont caché des copies. Et d'autre part, beaucoup d'écrits étaient déjà répandus ailleurs, dans d'autres bibliothèques. Par exemple, au Mont Saint-Michel. Il y a des vies de Saint François, des témoignages sur François d'Assise au Mont Saint-Michel, parmi les manuscrits du Mont Saint-Michel. Et puis il y avait déjà des textes qui étaient dans les bibliothèques d'université. Si bien que, peu à peu, par la suite, à partir du XVe siècle, on a reconstitué, retrouvé ces textes, ils ont été imprimés. Le premier qui a fait vraiment un travail scientifique sur les écrits de François, c'est donc un Irlandais qui s'appelle Lucas Vading, c'est au XVIIe siècle, voilà, qui va parcourir toutes les bibliothèques d'Europe pour retrouver les manuscrits qui parlent de François d'Assise. Alors, ce chrétien qu'est Bonaventure, qui est très fidèle à l'Église, très soucieux de l'apostolat, très organisateur, vous voyez, eh bien, va finalement être pris au piège, parce que son succès et le fait qu'il est allé souvent à Rome le fait connaître de la curie romaine. Et lorsque donc, on dépose le ministre général Jean de Parme, ben c'est lui qui est nommé général. Il est nommé général. Et puis après, étant général, il va souvent à Rome, donc il connaît les papes. Et il va y avoir une crise dans l'Église à propos du conclave de Viterbe. Donc Viterbe, c'est pas très loin de Rome. Les cardinaux se ruinaient en conclave depuis près de 2 ans. Ils n'ont pas réussi à nommer l'un d'entre eux comme pape. Alors le roi de France est très furieux, il n'est pas content du tout. Il envoie un maître de Paris, il s'appelle Eustache d'Arras, pour aller chapitrer les cardinaux. Bon. Le roi de France, il se considérait comme roi très chrétien, et il ne fallait pas laisser l'Église en déshérence. Et puis, Bonaventure, là-dessus, s'en va à Rome, pour d'autres raisons, pour visiter l'ordre, et il passe par Viterbe. Alors les cardinaux, apprenant que Bonaventure passe par Viterbe, l'invitent à venir au conclave et à proposer une solution à leurs difficultés. Il faut dire que ça devenait urgent parce que la population de Viterbe était exaspérée et avait commencé à enlever les tuiles de la salle où étaient réunis les cardinaux pour que les intempéries les obligent à clore la séance. Vous riez, mais encore aujourd'hui, dans le règlement du conclave, on prévoit que si ça dure trop longtemps, on diminue le nombre de plats. C'est prévu encore. Et donc, on fait venir Bonaventure, et Bonaventure va leur faire une suggestion qui va être suivie, et va leur dire, écoutez, vous n'arriverez pas à marcher par élection, puisqu'il fallait que quelqu'un soit élu aux 2/3. Hein. Il faut donc faire une autre procédure, devant l'échec des élections, il faut faire un compromis. Alors, on se met d'accord sur un certain nombre de règles qui vont permettre un compromis. Et on pense, on n'est pas sûr, on pense qu'il a suggéré vers qui il fallait s'orienter. Qu'est-ce qui permet de penser ça? D'abord, c'est le fait qu'il était invité. Si on l'a invité, c'est pas pour rien. Comme il était général de l'ordre franciscain, c'était un personnage, donc on l'invite à donner un avis, il donne son avis. Compromis, peut-être aussi son candidat. Et il est assez astucieux, il se dit, il faut du temps pour tout ça. Alors au lieu de suggérer un cardinal présent dans l'assistance, il va suggérer un type qui est très loin. Comme ça, le temps qu'il vienne, on aura le temps de s'habituer au nouveau. Et il fait nommer comme pape Théobald Visconti, qui est donc ce qu'on appelle l'apocrisiaire, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape auprès de Constantinople. Et en plus, cet ambassadeur était en pèlerinage à Jérusalem.
Alors, il a donc fallu presque 1 an et demi pour qu'il revienne prendre possession de son siège, ce qui a permis d'apaiser les choses. Ce Théobald Visconti était un homme assez remarquable, intelligent et tout, et il s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait d'urgence un concile. Et pour organiser un concile, il choisit qui? Bonaventure. Il renvoie l'ascenseur. Et donc, pendant 1 an et demi, Bonaventure va accompagner le pape dans les différentes villes d'Europe pour préparer le concile. Et lorsque le concile va se tenir à Lyon, deuxième concile de Lyon, en 1274, Bonaventure va être pratiquement la cheville ouvrière du concile. Il est intervenu à plusieurs reprises. Il a fait le discours inaugural, et puis ensuite, il a fait le discours pour l'arrivée des délégués du patriarche de Constantinople. Donc voilà. Et alors, ce concile lui a été fatal à Bonaventure, puisqu'il est mort pendant le concile. Il n'est pas seul à être mort pendant le concile. La ville de Lyon a été surchargée par tous les gens qui venaient pour le concile. Il n'y avait pas seulement les évêques, il y avait beaucoup d'abbés de monastères, puis il y avait ce qu'on pourrait appeler des journalistes, enfin des observateurs des princes. Hein. Et puis finalement, il y a eu une épidémie. Et donc, plusieurs personnes sont décédées durant ce concile. Donc, vous n'êtes pas le seul. Il y a eu beaucoup de morts. Mais il est mort en pleine gloire. Il venait juste de prononcer un très grand discours sur l'arrivée des Grecs, parce que le concile voulait réconcilier les Grecs et les Latins. Il y a eu une petite réconciliation qui a duré très peu de temps. Elle a été signée, mais quand le patriarche de Constantinople, qui n'était pas au concile, a appris cela, il a désapprouvé la signature de l'accord. On est reparti. Voilà, on est reparti. Bon, simplement, il va être l'heure. Hein. Je n'ai pas encore entamé la spiritualité de Bonaventure. Toujours est-il qu'il est mort. Bon. On va peut-être la garder pour la prochaine fois. Oui, bien sûr. Il est donc mort le 15 juillet 1274. Le pape est allé l'assister dans son agonie, a présidé ses obsèques et a commandé à tous les prêtres du monde de dire une messe à son intention. Et non seulement ça, le ministre général qui avait succédé à Bonaventure, quand il a été nommé cardinal, on a nommé un autre, Jérôme d'Ascoli, qui est devenu pape à son tour d'ailleurs. Et donc, ce Jérôme d'Ascoli a commandé à tous les frères de l'ordre de dire chaque année une messe à la mémoire de Bonaventure. Donc il est mort, il est devenu célèbre aussitôt. Le peu qu'on a des chroniques du Concile font un grand éloge de Bonaventure, un éloge magnifique, en disant que c'était un homme qu'on ne pouvait pas rencontrer sans devenir illico son ami. Un bel hommage. Et donc, peu de temps, un certain temps après quand même, il a donc été canonisé beaucoup plus tard par un pape franciscain, Sixte IV, voyez, et il a été proclamé docteur de l'Église par un autre pape franciscain, Sixte Quint. Voilà. Donc ça, c'est la vie de Bonaventure, mais ça vous montre tout de suite, d'une part, c'est un moment historique, c'est un changement important dans la vie de l'ordre. On a tort de lui reprocher d'avoir modifié l'idéal franciscain. Il a suivi les nécessités du temps. Il a rendu possible l'existence de l'ordre. Au concile de 1274, pendant lequel il est mort, était au programme la suppression des ordres mendiants. Et de fait, un ordre mendiant a été supprimé à ce moment-là, ce sont les sachets. Hein. On les appelait en France les sachets parce qu'ils étaient habillés avec un sac. C'était un ordre assez répandu, il y avait plusieurs milliers. Il y avait plusieurs milliers de membres. Voyez. Leur patron, curieusement, c'est un franciscain. C'est Hugues de Digne qui a été le conseiller des fondateurs des sachets. C'était d'abord des bourgeois de la Provence, des marchands de Provence, qui ont demandé conseil à Hugues de Digne, qui avait une grande réputation de prédicateur et de maître spirituel, et qui était le frère de Sainte Douceline. Donc c'était une famille de saints. Et donc ils ont fondé cette congrégation qui a duré une soixantaine d'années.
Bon, donc, pour Bonaventure, c'est clos. Alors, c'est clos pour ce soir et on vous propose. Mais la prochaine fois, je pourrais être directement. Voilà, de commencer directement sur la spiritualité de Saint-Bonaventure la prochaine fois. Donc, merci de me laisser vos adresses internet pour que je puisse vous informer de la date qui sera choisie et puis que vous ayez le plaisir de revenir ici à la librairie pour la prochaine conférence de Frère Luc. Merci infiniment, Frère Luc. Ça sera très différent. Là, j'ai fait un peu d'histoire. Hein. Oui, c'est bien. Par la suite, ça ne sera pas de l'histoire, ça sera à partir des textes. À partir des textes. Merci beaucoup. Et l'histoire est passionnante. Passionnante.